Mesdames, Messieurs, bonjour. Immigration FM est une radio d'information en ligne essentiellement dédiée à la promotion de l'immigration francophone au Canada et l'intégration multiculturelle et interculturelle de nouveaux arrivants. Et ce par le truchement des émissions, des reportages, des documentaires, des débats et des interviews. Notre objectif est de faciliter la compréhension par l'information, la sensibilisation et la vulgarisation des détails de procédures, des programmes d'immigration et d'établissement en faisant intervenir différents acteurs. Avec un vaste auditoire composé dans sa grande majorité des francophones d'Afrique et d'Europe, l'immigration FM ambitionne d'être un vecteur d'intégration pour les nouveaux arrivants. On ne le dira jamais assez, l'immigration au Québec est secouée par diverses crises. Crise de logement, crise de groupement familial, etc. En dépit de nombreuses voix qui se sont élevées et qui continuent de décrier les délais kilométriques de traitement des dossiers de groupement familial, le gouvernement du Premier ministre François Legault semble marquer le pas sur place. Le gouvernement fédéral, de son côté, donne l'impression d'apporter des solutions, mais des solutions restées jusqu'ici cosmétiques. Selon l'organisme à but non lucratif, le collectif Québec Réunifié, ce sont 38 400 familles québécoises qui sont actuellement dans l'attente, espérant d'être réunies. S'agissant des logements, sa pénurie exerce une pression accrue sur le prix des loyers. Selon des statistiques récentes, en octobre 2022 et octobre 2023, le coût du loyer moyen des appartements au sein des centres de 10 000 habitants et plus au Québec est passé de 952 $ à 1022 $, soit une augmentation de 7,4%. Pour en parler tout au long de cette émission, nous recevons notre invité, le député Guillaume Clich-Rivard, député du Parti Québec solidaire à l'Assemblée nationale, mais plus présent sur nos antennes en qualité de porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, de francisation et d'intégration. Bonjour. Bien évidemment. Bonjour, monsieur Clich-Rivard. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bien évidemment, des questions de nos auditrices et de nos auditeurs sont attendues sur notre page Facebook ou sur WhatsApp, le numéro de téléphone étant affiché au bas de l'écran. Rebonjour, monsieur Clich-Rivard. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à Montréal et un peu partout ailleurs. C'est vraiment un privilège d'être votre invité aujourd'hui. Merci de l'invitation. Première question, monsieur le député. Avec tout le tapage médiatique fait autour de l'éclipse solaire du 8 avril 2024, on s'attendait à la fin du monde. Comment avez-vous vécu cet événement inédit? Je pense pas qu'on s'attendait à la fin du monde, mais vous avez raison de dire que ça a été très suivi. J'ai eu la chance de la suivre là, depuis le parc Jean-Drapeau, là où on a, nous, l'île Sainte-Hélène, là, vous savez, près de la biosphère, et on était en compagnie d'expertes qui nous disaient ce qu'on allait voir et ressentir, et ce fut, vous avez raison de le dire, un moment assez unique, assez exceptionnel, où on a tout réalisé quand même malgré tout notre petitesse individuelle dans cette grande marche de l'univers et de la Voie lactée, quoi. Finalement, on a réalisé ça, qu'on était finalement qu'un petit point dans cet univers, et ça relativise beaucoup de choses. C'était une chance de vivre cet événement historique en direct. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter notre invité de ce jour. Sur le plan engagement politique, Guillaume Clich-Rivard est député de Sainte-Henri, Sainte-Anne du Parti québécois solidaire, vice-président de la Commission des relations avec les citoyens, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de justice, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de relations internationales et francophones, et de francophonie, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de services sociaux, porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la famille, et enfin, porte-parole du deuxième groupe d'opposition responsable de la région des Laurentides. Formation, membre de barreau du Québec 2015.
baccalauréat en droit, Université du Québec à Montréal 2014, maîtrise en développement et pratique d'urgence, Université d'Oxford, bourse 2012, baccalauréat en relations internationales et droit international, Université du Québec à Montréal 2011, expérience professionnelle, avocat, président fondateur Clich Riva, avocat et avocat 2019-2023, président Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration 2018-2021, chargé de cours Université du Québec à Montréal 2014-2020. Engagement communautaire et politique, lauréat du prix Auditeur d'Itum, Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, lauréat du titre avocat de l'année dans la catégorie droit du travail et administratif, jeune barreau de Montréal 2019. Voilà, c'est la biographie de notre invité de ce matin, une biographie riche, très très riche. Monsieur Riva, parlons maintenant de l'épineuse question concernant la réunification des familles au Québec. Est-ce normal que des familles au Québec attendent jusqu'à 38 mois pour être réunies alors que le délai de traitement est de 12 mois dans les autres provinces? Ben, vous le savez, c'est une question épineuse et qui nous occupe depuis plusieurs mois maintenant. C'est absolument pas normal et c'est inacceptable. J'ai pris la parole à plusieurs reprises depuis le début de cette affaire, en fait, depuis que la ministre a communiqué son projet de plan de planification d'immigration et depuis qu'on connaît les arriérés, il s'agissait de faire une règle de 3 pour calculer et se rendre compte que les délais de traitement allaient exploser. Et ça, c'est sans tenir compte de l'immense détresse et l'immense difficulté que cela cause pour des familles. Vous le savez, j'ai organisé plusieurs événements, notamment des points de presse, notamment des éléments importants à l'Assemblée nationale, avec des gens de Québec réunifiés, avec des gens d'ailleurs également pour sensibiliser la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette, à cette question. Malgré tout, encore cette semaine, en commission parlementaire, en crédit, je lui ai reposé la question encore. Elle me soumettait que des ajustements étaient en traitement, mais elle m'admettait également que le seuil, la cible n'allait pas changer. Alors quand je lui ai demandé ce qui allait changer dans ces ajustements, si finalement la cible n'allait pas changer, elle a été forcée de dire que rien. Tant qu'on va maintenir la cible à celle qu'elle est, c'est-à-dire autour de 10 600 maximum, et tant qu'on aura un arriéré qui dépasse ou qui avoisine les 40 000, ben, il est évident que la règle de 3 s'imposera à l'effet qu'on va toujours tourner autour de 3 ans de délai de traitement, malheureusement. Je lui ai dit par contre, et on a eu l'information comme quoi les demandes, le nombre de demandes s'était stabilisé pour la dernière année. On tourne autour de 11 000 demandes seulement déposées pour l'année dernière. Donc, on est très proche des cibles qu'elle viserait annuellement. Donc, je lui ai dit, considérant qu'on a régularisé le nombre d'entrants, serait-il le temps justement de faire une période d'exception pour écouler l'arriéré rapidement pour qu'on puisse revenir à des délais usuels? Cela dit, elle n'a pas semblé intéressée par cette proposition. Alors, c'est dommage et c'est au péril et au détriment des familles qui, à chaque jour, souffrent et à chaque jour se demandent pourquoi donc sa propre province les peine ou les préjudicie autant. Oui, ben est-ce que vous croyez que Madame la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a les coudées franches pour pouvoir résoudre ce problème-là? N'empêche, c'est elle la ministre de l'Immigration du Québec, donc c'est elle qui, bon, évidemment avec son premier ministre, mais c'est elle qui a la responsabilité au niveau de l'exécutif sur son ministère. Donc, évidemment que le premier ministre a également son mot à dire, mais à mon humble avis, il lui appartiendrait à elle de convaincre son premier ministre qu'une mesure différente devrait être faite. On parle de Québécois, Québécoises là, qui sont résidents permanents et ou citoyens canadiens. On parle de gens qui ne devraient jamais avoir à attendre plus longtemps qu'ailleurs pour être avec leur être cher ou leurs enfants. Donc, Mme Fréchette a une responsabilité envers eux
comme elle en a envers l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec. Et pour moi, qu'elle refuse de faire son travail pour ces gens-là, puis de militer ou de travailler au respect de leurs droits fondamentaux, pour moi, c'est un aveu d'échec. Et si elle n'est pas capable de convaincre son premier ministre, malheureusement, c'est son échec à elle. Le collectif Québec réunifié rappelle que 38 400 familles québécoises sont dans l'attente espérant d'être réunies. Cette situation n'est pas seulement alarmante de par son ampleur, mais elle souligne également l'urgence d'agir pour alléger les souffrances et l'incertitude que vivent les familles jour après jour. Que proposez-vous concrètement au niveau du Québec solidaire? Ben, il est évident que pour moi, la catégorie de regroupement familial doit être élevée, relevée de manière à écouler l'arriéré. À quelle rapidité ou de quelle façon? Moi, je pense que dans tous les cas, un peu comme tous les programmes, le Québec se donne une cible de 12 mois de traitement. On devrait se donner le même délai maximum, et je dis bien maximum, dans la catégorie de la réunification familiale. C'est comme ça que ça a fonctionné de toute façon dans toutes les années avant cette crise de la réunification. Bon, il y a eu des moments où c'était un peu plus long, mais on a quand même eu une grosse période où on tournait à 12 mois de délai. Moi, je pense qu'on doit trouver des voies de passage. Est-ce que c'est de traiter la réunification familiale hors seuil? C'est une possibilité. Est-ce que c'est d'augmenter de plusieurs milliers la catégorie de regroupement familial pour laisser de l'oxygène pour que l'arriéré s'écoule? C'est une possibilité. Il faut aussi renforcer, ou il faut que le gouvernement fédéral soit sérieux dans son émission des visas de visiteurs et éventuellement des permis de travail pour les gens qui puissent être réunis ici en attente de résidence permanente. Ça fait déjà moins mal d'attendre avec ton conjoint que d'attendre sans ton conjoint. Évidemment que ce serait une mesure temporaire et transitoire, mais pourquoi pas donner la pleine valeur à cette possibilité-là et cette solution-là, alors qu'actuellement ce n'est pas le cas. On voit que pour l'ensemble des pays où c'est plus difficile d'obtenir un visa, les familles n'obtiennent pas le visa, vous le savez très bien. Donc, il y a plein de voies de passage. On a vu qu'on a mis le PEC diplômé hors seuil. Pourquoi ne pas faire la même chose pour les familles? C'est une des solutions qu'on peut mettre de l'avant. Il faut revoir le chiffre, il faut augmenter, il faut diminuer le délai de traitement rapidement. Monsieur le député, au sortir d'un tête-à-tête le 15 mars dernier entre les premiers ministres du Québec et du fédéral, on s'attendait à des mesures fortes. Mais nous avons plutôt l'impression que la montagne avait accouché d'une souris, puisque la demande de tous les pouvoirs de l'immigration par le premier ministre François Legault a été classée sans suite. Est-ce selon vous un aveu d'échec? Ben, il est évident que M. Legault, de plus en plus, se met lui-même dans une posture, dans une position d'échec. Je pense qu'on pouvait tous et toutes s'attendre à ce que le gouvernement fédéral, de sa propre volonté, ne transfère pas l'ensemble des pouvoirs d'immigration au Québec d'un coup. Je pense que moi, j'ai formulé des demandes spécifiques, des demandes claires, qui auraient pu être mises de l'avant de la part du premier ministre pour aller chercher quelques gains au moins. Évidemment, nous, on pense qu'à terme, tous les pouvoirs devraient être acquis et obtenus par le Québec, qui devrait pouvoir gérer son immigration, mais on comprend que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Monsieur Legault aurait dû exiger rapidement que le PMI obtienne lui aussi une présélection, le programme de mobilité internationale obtienne lui aussi une présélection par le Québec, comme le PTET. Monsieur Legault aurait dû revendiquer le remboursement du milliard de dollars qui est attendu pour le remboursement des frais d'accueil des demandeurs d'asile. Monsieur Legault aurait dû revendiquer la possibilité d'octroyer immédiatement un permis de travail ou une autorisation de travail rapide du Québec pour les demandeurs d'asile, parce qu'on sait que des mois et des mois d'attente ont lieu entre le moment où la demande est logée et le permis de travail. Bref, il y a plusieurs choses qu'on aurait dû et pu négocier. M. Legault a plutôt décidé d'y aller dans une manière frontale et imprécise, et il n'a obtenu aucun gain pour l'instant. Alors, malheureusement pour les familles, malheureusement pour le Québec, malheureusement pour tout ce qu'on aurait pu corriger ou améliorer ou gagner, ben, c'est sa responsabilité, c'est son échec. Monsieur le député, nous ne comprenons, les concernés ne comprennent pas pourquoi les gouvernements précédents n'avaient pas vécu cette situation catastrophique dans le cadre des regroupements familial, et que cela se pose avec le gouvernement caquiste actuel. Comment expliquez-vous cela? Objectivement, il y a eu une hausse
du nombre de demandes déposées dans la catégorie du regroupement familial au courant des dernières années. Historiquement, on avait toujours reçu environ 10 ou 11 000 demandes par année, ce qui faisait en sorte qu'on accumulait peu ou pas d'arriérés dans cette catégorie-là. Et là, je vous parle des autres gouvernements précédents, du gouvernement caquiste du premier mandat 2018-2022 et ensuite. Bon, dans le contexte pandémique ou post-pandémie, on avait connu des années où finalement le dépôt de demandes était effectivement de loin supérieur à ce qu'on était habitué de recevoir. Donc, Mme Fréchette se défend souvent en disant qu'elle n'a pas réduit le seuil, mais c'est le nombre de demandes qui a augmenté. Bon, j'en conviens. Cela dit, ça ne change rien au fait qu'il y a des milliers de familles qui souffrent, qu'il y a des milliers de familles qui sont dans le désespoir et dans la détresse, et que le Québec devrait ajuster ces seuils en vertu de cette hausse de demande. Surtout qu'on voit que ces hausses de demande-là étaient temporaires parce que les cibles ou les demandes, en fait, se sont normalisées pour 2023. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de demandes qu'habituellement dans les 3 dernières années. On revient à des chiffres normaux, écoulons l'arriéré et avançons par la suite. C'est ce que Mme Fréchette devrait faire rapidement. Bien que le gouvernement du Québec, par la voix de la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Christine Fréchette, admette qu'aucune préparation n'est jusqu'ici entreprise de tenir une éventuelle consultation populaire sur l'immigration, quelle est la position de votre parti à ce sujet? Ben, à Québec solidaire, on ne s'opposera jamais à la consultation de la population. Je pense que c'est notre travail de citoyen et d'élus, en fait, de représentants, que d'écouter la population. Ce que j'entends, cela dit, c'est que le premier ministre Legault a sollicité un mandat fort à la dernière élection pour jouer ces rôles-là et pour être capable d'aller revendiquer ces pouvoirs-là auprès du fédéral. Maintenant, il a obtenu 90 sièges sur les 125 lors de la dernière élection générale, ce qui est quand même un mandat très fort. Cela dit, il démontre bien que malgré cette hausse-là ou ce nombre de députés-là ou le mandat fort qu'il a demandé, il est incapable d'aller exercer son poids ou son levier face au fédéral. Et là, il est en recherche de solutions pour aller augmenter son rapport de force. Bon, à mon humble avis, c'est de détourner le regard ou l'attention parce que l'accord Canada-Québec prévoit déjà un mécanisme de négociation et de renégociation. Ça, c'est un accord signé en 91. Ça fait longtemps et on est dû pour renégocier cet accord. M. Legault peut invoquer un article, une disposition de l'accord pour initier sa renégociation. Alors moi, ce que je lui demande concrètement, plutôt que de tenir un référendum pour lequel il a déjà la réponse et la population lui a déjà donné un mandat fort, devrait tout simplement initier la négociation avec le gouvernement fédéral pour que le Québec ait cherché des pouvoirs additionnels dans cette négociation-là pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse corriger et colmater et améliorer nos procédures d'immigration, tout en disant qu'évidemment que si, et la question se posera sur quelle est la question soumise au référendum, je ne peux pas d'emblée dire que j'appuierai ou je n'appuierai pas parce que je ne sais pas ce que le premier ministre va demander à la population. Mais il est évident que dans une mesure où ça concerne l'augmentation des pouvoirs du Québec, ben, on appuierait. Là. Mais tout dépend de qu'est-ce que M. Legault entend en faire. Actuellement, il n'utilise pas l'ensemble des pouvoirs mis à sa disposition pour régler certains problèmes. Alors, rien ne me laisse croire qu'avec davantage de pouvoir, M. Legault serait davantage compétent pour régler les problèmes de l'immigration. Il ne le fait pas actuellement, de toute façon, avec les pouvoirs qui lui appartiennent. Mais si je vous comprends bien, vous êtes pour le principe de la tenue d'une consultation populaire. Admettons que Québec solidaire prenne le pouvoir. Qu'est-ce que vous mettrez dans le panier de cette consultation populaire? Ben moi, je pense que les Québécois, les Québécoises sont en mesure de décider pour eux-mêmes et décider de leur avenir sans avoir à se soucier de ce que quelqu'un en Alberta ou en Colombie-Britannique ou ailleurs peut avoir à dire sur la façon dont le Québec entend gérer son avenir. Je pense qu'on doit être maître chez nous. Je pense qu'on doit pouvoir décider
pour l'ensemble de nos juridictions et non pas seulement pour celles dont on a la gestion actuellement. Le Québec est capable et mûr et le gouvernement fédéral nous démontre pas nécessairement ou en fait rarement une compétence qui nous laisse croire qu'on serait pas capable de faire mieux. Bien au contraire, je pense que le Québec pourrait davantage faire mieux avec des programmes ciblés qui sont adaptés à ce que nous, on veut ici. Bien sûr, la vision de Québec solidaire, cela dit, c'est une vision inclusive, une vision progressiste, une vision où tout le monde a sa place et où tous ceux et celles qui se sentent québécois, qui ont envie de vivre au Québec, qui ont envie d'y participer et qui respectent nos valeurs fondamentales sont les bienvenus. Et pour ça, c'est là où le message de Québec solidaire peut être différent de ceux des autres. Pour nous, tout le monde est québécois chez nous et tout le monde doit et peut participer à l'avenir de ce merveilleux pays. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accord Canada-Québec. Est-ce que vous croyez que sa relecture serait une panacée à tous les problèmes que traverse le Québec actuellement? Évidemment pas, et l'immigration n'est pas non plus le problème à la base de tout ce que le Québec traverse actuellement. Le Québec a d'immenses défis. Il y a une pression qui est mise sur certains enjeux en raison de l'immigration. L'immigration pose certaines pressions dans certains secteurs. Cela dit, la crise du logement, ce ne sont pas les immigrants qui l'ont créée, au contraire. Il existe de la crise du logement dans des endroits où il y a très peu, voire aucun immigrant. Donc, on a échoué à bâtir suffisamment. Le Québec a échoué dans son financement de logement social. Il y a évidemment une hausse des taux d'intérêt. Il y a une absence de protection pour le droit des locataires face à l'inflation ou face à la hausse du loyer. Bref, il y a plusieurs problèmes qui ne sont pas causés par l'immigration. Ceci dit, en renégociant l'accord, on est quand même capable d'aller chercher des éléments concrets, factuels, qui nous permettraient de corriger ou de colmater certains enjeux qui, pour nous, on sent que ça devrait être fait rapidement. Monsieur Riva, nous allons souffler en musique et nous revenons juste après. Merci. Guillaume Kujiva, nous avons des questions des auditeurs et des auditrices. Louise, au Québec, pose la question suivante. Pourquoi sommes-nous les boucs émissaires soit de seconde classe de l'immigration? Nous ne demandons rien à l'État. Pourquoi choisir les illégaux du chemin Rossam sur nombre de réfugiés à un coût exorbitant sur les finances de l'État? Moi, je suis dans une perspective où je ne pense pas qu'on doit opposer une catégorie ou un groupe d'immigrants à un autre. Moi, je pense que l'ensemble des programmes d'immigration devraient être traités de manière humaine, respectueuse et digne. Actuellement, les délais pour la résidence permanente pour un réfugié qualifié au sens de la Convention là, va avoisiner les 10 ans. 10 ans de délai de traitement. Et ça, ce sont des gens qui ont respecté les normes internationales et le droit international et se sont vus conférer l'asile par un tribunal indépendant. Dans la catégorie humanitaire, qui compte beaucoup d'enfants, les délais vont monter à 25 ans avant l'obtention de la résidence permanente, un quart de siècle. Donc, je trouve que, évidemment, dans la catégorie de la réunification familiale, le 3 ans est également inacceptable. Je trouve que c'est dans l'ensemble de ces catégories-là où il faut corriger la situation et je pense pas qu'un est privilégié ou doit être privilégié à l'autre. Je pense qu'on doit faire mieux dans l'ensemble de nos priorisations et dans nos programmes et ça passe par régler le problème de la réunification familiale tout de suite, mais aussi d'avoir des délais de traitement qui sont raisonnables et fonctionnels dans les autres programmes. J'ai moi-même demandé à la ministre comment elle réagissait de savoir que ses propres programmes d'immigration amenaient 25 ans de délai de traitement. Elle n'avait pas de réponse à offrir, sauf que de dire qu'elle aussi, elle trouvait ça long. Mais
Au-delà de ça, il faut qu'elle agisse et elle doit agir dans le regroupement familial, elle doit agir dans les autres catégories pour que le Québec ait des délais de traitement qui soient raisonnables et humains pour tous et toutes. Deuxième préoccupation, ça vient de Djenodor. Je suis au Québec depuis 18 mois en attente d'un regroupement familial, stade débuté depuis le 6 janvier 2021. Pour comble, à la suite d'une discussion, mon épouse a demandé à l'IRCC de retirer mes 2 enfants qui sont comme dépendants sur le dossier en attente en Haïti. J'ai quoi comme option? Merci de votre réponse. C'est une question qui est difficile, pour laquelle je vais fournir un début de réponse, mais évidemment, ce n'est pas un avis légal parce que je n'ai pas la personne devant moi et les documents devant moi. Si les enfants ne sont pas dans la demande de parrainage, il faudra absolument s'assurer, cela dit, qu'ils soient contrôlés et vérifiés par Immigration Canada avec les documents d'identité, avec l'examen médical et, si ça s'applique, le certificat judiciaire, pour être sûr que vous, monsieur, une fois la résidence permanente obtenue, vous soyez en mesure de les parrainer, vous, si c'est ce que vous désirez faire. Si les enfants ne sont pas contrôlés, cela dit, bon, mis à part exception, ça va être très difficile pour vous de les parrainer, alors c'est comme ça qu'il faudra fonctionner. Évidemment, je vous encourage de discuter avec madame pour voir comment vous entrevoyez les choses, mais en réitérant que une consultation juridique avec un professionnel dans votre dossier à vous, spécifiquement, serait nécessaire pour obtenir des réponses claires et précises sur votre dossier. Là. Je vais faire attention de ne pas rendre de conseils juridiques qui n'en sont pas, sans avoir la personne devant moi, sans avoir vu les documents. Je tiens à le repréciser. Bien évidemment, monsieur le député, vous êtes là dans votre toge de juriste. Et normalement, vous devez répondre aux questions des citoyens qui veulent profiter de cette entrevue pour avoir une idée claire de la suite de les procédures. Monsieur Marois, bonjour monsieur Guillaume, j'aimerais vous poser une question. Ça fait plus de 16 mois que mon mari a déposé le dossier de mon parrainage interne au sein de l'immigration. La dernière mise à jour, le 4 décembre 2023, mon mari et moi, nous avons reçu notre lettre d'approbation de principe. Et pour mon mari, il a reçu son admissibilité fédérale. Donc, ma question est combien de temps faut-il pour finaliser mon dossier de parrainage interne et quelles sont les démarches qui me restent à suivre? Merci beaucoup. Parfait. Ben écoutez, on voit les délais fluctuer, puis on voit les délais sur le site d'IRCC qui bougent. Bon, pour moi, je trouve qu'il y a un indicateur intéressant dans cet outil-là, mais il ne faut pas le prendre comme une garantie de précision sur le délai de traitement de chaque dossier, malheureusement pour plusieurs raisons. Immigration Canada ne traite pas les dossiers dans l'ordre premier arrivé, premier servi. Et ça, c'est un grave problème parce qu'il y a des gens qui attendent beaucoup plus longtemps que d'autres et c'est injuste. Moi, je suis de l'école où, bien sûr, s'il y a un dossier qui est problématique, s'il y a des enjeux, je comprendrais que ce dossier-là puisse être retardé un petit peu, mais jamais est-ce que quelqu'un devrait attendre 6 mois seulement ou 7 mois seulement pendant que les autres attendent 20, 30 mois. Et IRCC, quand ils font ça, c'est à des volontés ou de valeurs statistiques pour tenter de réduire leur délai de traitement moyen. Et ils jouent donc avec les chiffres ou avec les statistiques pour essayer de réduire leur délai moyen au détriment des gens qui, eux, attendent le plus longtemps possible. Donc, bref, les délais sont ceux que vous voyez affichés en moyenne sur le site d'Immigration Canada, mais ce ne sont pas des garanties. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quand vous recevrez l'invitation pour votre portail de résidence permanente. C'est spécifique à chaque dossier. Mon bureau en reçoit, pour lequel c'est des gens qui ont demandé en mars-avril 2022, mais il y en a d'autres qui aussi reçoivent à l'interne alors qu'ils ont demandé en septembre 23. Malheureusement, Immigration Canada ne gère pas ça de manière ordonnée. Donc, c'est difficile personne ne va pouvoir vous garantir ou vous dire que à telle date précise, vous aurez des réponses. Mais ce qui va s'en venir, c'est une lettre qui va vous inviter à envoyer certaines informations finales pour vous créer un compte sur le portail. Et quand vous aurez votre compte sur le portail, vous pourrez lancer la procédure d'obtention de la résidence permanente avec votre photo puis avec la confirmation de l'adresse et vous recevrez inévitablement
la confirmation de résidence permanente par la suite. Je devine que c'est l'étape qui vous attend. Mais quand? Ça, personne ne peut répondre à cette question-là. Dans cette situation, les responsabilités doivent être dégagées. Nous avons le fédéral d'un côté et le provincial de l'autre. Selon vous, est-ce que le fédéral n'a pas sa part de responsabilité dans cette histoire de regroupement familial? Définitivement que le fédéral a sa responsabilité. Vous avez vu l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, conjointement avec Québec réunifié, mettre en demeure le ministre Miller, hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, face au délai de traitement abusif dans la catégorie de la réunification familiale. Alors, des avocats, des avocates expérimentés ont jugé qu'il y avait une responsabilité légale envers le ministre Miller de fournir des délais de traitement usuels et raisonnables dans cette catégorie-là. Je n'ai pas encore pris connaissance de leur argumentaire juridique détaillé parce que le recours n'a pas encore été déposé. C'est l'étape de la mise en demeure. Mais j'ai pleinement confiance en ces avocats et avocates suffisamment pour dire que si eux ont jugé que c'était là que se posait l'obligation légale, ben alors ils ont certainement des points à faire valoir et il faudra suivre le recours de manière très serrée pour voir leurs chances de succès et comment ça va être entendu par la Cour dans les prochains mois. Pour essayer de contourner les délais kilométriques, les victimes tentent souvent d'aller chercher un visa visiteur pour leur conjoint, mais il se trouve qu'il y en a qui ne réussissent pas à avoir ces visas. Pourtant, au niveau du fédéral, c'était une porte de sortie pour les victimes. Il y a par exemple le cas d'un membre de Québec réunifié, Cindy Fiata, qui a essuyé à 5 reprises le refus de visa de son conjoint. Comment expliquez-vous cela? Ben, c'est effectivement inacceptable parce que il y avait une promesse à l'effet que ça ferait partie de la solution et je suis d'accord avec le fait que bien sûr je préférais que tous les délais de traitement soient réglés, mais si au moins on peut attendre unis, conjoints, dans la même maison, avec notre époux, notre épouse, nos enfants, ben, la situation est particulièrement moins délicate et dramatique que si on est séparés par des milliers de kilomètres. Le fédéral a échoué dans sa promesse parce que, comme vous le dites, et comme le dossier de Mme Fiata, moi j'en vois des dizaines, des centaines de gens qui me communiquent en me disant que leur demande de visa a été refusée. Alors que le fédéral avait promis que ça serait une voie de sortie, on voit qu'il y a une déception ici, là. Et on voit cette déception-là dans plusieurs autres programmes, notamment actuellement, on le voit pour les gens qui essaient de sortir de Gaza. On voit que le fédéral avait promis des voies de passage. Elles ne sortent pas, ces voies de passage-là. C'est complètement bloqué. Alors, l'IRCC promet des choses, mais la machine ne délivre pas ou ne répond pas aux promesses. C'est malheureux et je trouve ça dommage qu'on fasse miroiter des options et des possibilités et des rêves qui sont associés à des coûts. Là, une demande de visa ou de permis, ça coûte de l'argent, alors qu'on n'a pas réellement ou véritablement l'intention de les accepter. Je trouve ça malheureux. Et bien entendu, nous allons poser la question de André, qui dit pourquoi la promesse de Miller avance pas à regarder les résidences permanentes accordées en janvier et en février 2024 sont 70% que l'année passée de 2023. Bon. Je ne sais pas si vous avez compris la question. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Je pense que ça fait référence à la sortie du ministre Miller en début d'année. Ma compréhension de ce que le ministre Miller a dit, c'est que tant que le Québec continuerait d'émettre davantage de CSQ que son seuil, lui-même allait faire la même chose, c'est-à-dire émettre le nombre de résidences permanentes équivalentes au nombre de CSQ que Québec allait émettre. Cela dit, ce qui veut dire que bon, Québec a émis 17 000 CSQ dans la réunification familiale l'année dernière, donc Miller accepterait 17 000 résidences et non pas 10 600 cette année. C'est ce qui était lancé comme avertissement. Bon, la ministre Fréchette a répondu qu'elle ajusterait le nombre de CSQ émis dans la catégorie, là, c'est ce que j'ai compris. Alors,
À mon humble avis, et on verra, là, il est encore trop tôt pour parler d'impact de ce que le ministre Miller a prononcé, mais à mon humble avis, il ne faut pas y voir là une résolution de l'affaire, considérant que la ministre Fréchette a répondu en disant qu'elle s'ajusterait, elle, de son côté, en émettant effectivement un nombre de CSQ comparable au nombre de du seuil. On verra ce que ça va donner. Je ne suis pas encore prêt à tirer des conclusions. Cela dit, le fait que l'Acadie, l'Association québécoise d'avocats, continue ou dépose leur recours, je devine que ça souligne que eux non plus ne sont pas convaincus que l'annonce du ministre Miller va être suffisante pour régler l'arriéré. Donc, j'y lis là, ou j'y analyse là aussi une démonstration que la promesse va être insuffisante. Là. Mais des questions continuent de tomber en cascade, monsieur le député. Nous avons Stéphania qui pose la question suivante. Qu'en est-il des interventions pour la famille immédiate des résidents permanents vivant en Haïti? On travaille très fort et je dois souligner aussi que je ne suis pas le seul parlementaire sur ce dossier. Mon collègue André Morin du Parti libéral travaille également très fort sur ce dossier. On est un front uni de parlementaires pour faire bouger la ministre sur cette question-là. Ce que Haïti est en train de vivre et de subir est absolument catastrophique. Il y a eu une pétition, évidemment, pour que le Québec se joigne au programme de humanitaire rapide là, et spécial pour les membres élargis des familles haïtiennes. Québec a refusé. On était en commission parlementaire récemment pour essayer de faire bouger la ministre sur la question. La CAQ a refusé d'étudier la question. Donc, la pression continue. Chaque intervention sont importantes. Je suis de tout cœur avec Stéphania et sa famille. Je sais que la situation en Haïti est particulièrement préoccupante de par la montée des violences et des gangs. Et le Québec et le Canada doivent rapidement s'entendre pour que les gens qui sont actuellement en cours de parrainage soient immédiatement sortis de là, quitte à ce qu'on leur octroie la résidence un petit peu plus tard, mais il faut les sortir de là et les sécuriser avec leur famille, surtout quand c'est des enfants, et s'assurer qu'ils viennent rejoindre leurs êtres chers en sol québécois, en sécurité, parce que là, les histoires tragiques en Haïti, on en entend beaucoup, et je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'un matin, on apprenne qu'un enfant ou un adulte en voie d'être parrainé a été attaqué ou a subi les foudres ou est mort. On va se dire la vérité, là, c'est aussi tragique que ça, ou est décédé de par les conflits en raison de l'attente interminable du Québec. Je trouverais ça absolument inacceptable et abominable si une chose comme ça devait se passer. Alors, les autorités doivent agir rapidement. Kojo Sefemo Afedo, il pose la question suivante. Monsieur le député, du dépôt de mon dossier de parrainage en juin 2022 à mes examens médicaux en août 2023, en passant par la délivrance de mon CSQ en février 2023, ma biométrie en mars 2023 et mon entrevue en juin 2023, mon dossier de parrainage fait 21 mois et plus rien. Dans ce cas, qui doit-on accuser? Est-ce le gouvernement du Québec ou celui d'Ottawa? Bon, dans votre cas précis, s'il y a eu une entrevue, parce que c'est pas procédure générale d'avoir des entrevues, donc spécifiquement dans votre dossier, qui est responsable, c'est possible que ce soit les deux. Niveau de gouvernement, vous avez le droit de faire une demande d'accès à l'information pour obtenir les notes de l'agent, pour savoir où en est votre dossier puis quelles analyses ont été faites de votre dossier. Ça se fait relativement simplement sur le site d'Immigration Canada. Vous pouvez aussi contacter votre député fédéral de votre circonscription afin d'obtenir des informations sur l'état de traitement de votre dossier puis sur la qualité ou la reconnaissance du bien fondé de la relation, parce que c'est quelque chose qu'Immigration Canada va évaluer. Je suis pas en train de prétendre quoi que ce soit ou d'analyser quoi que ce soit. Je connais pas votre dossier, mais il arrive que des dossiers bloquent à ce stade-là. Alors, à vérifier si c'est au niveau de l'agent, ça, vous allez pouvoir le comprendre. Si ce n'est pas au niveau de l'agent et que tout a été approuvé et accordé au niveau de l'évaluation du bien fondé de la relation, ben là, la faute est au Québec qui, de par ses délais, de par ses seuils insuffisants, entraîne des délais déraisonnables dans la catégorie. Donc, spécifiquement pour vous, il faudrait vérifier auprès de l'agent d'immigration
de votre député fédéral, des notes d'accès à l'information pour voir s'il y a une raison pour laquelle le fédéral bloque le dossier. Monsieur Riva, nous allons souffler en musique et nous revenons juste après. Il n'y a pas moyen dans la vie, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. S'agissant de la crise du logement, vous parlez du défi de l'immigration temporaire, en reconnaissant que l'augmentation importante des immigrants temporaires a des conséquences et que d'accueillir 1 demi-million de personnes a un impact sur la crise du logement. Est-ce exact? Même était fautif, alors que finalement, il et elle ont été invités, ont choisi et ont été accueillis. Donc, moi, je refuse qu'on leur impute la faute et qu'on leur impute la responsabilité. Cela dit, il est évident que de loger et d'accueillir 500 000 personnes sur une population de 9 millions va avoir un impact. Je pense que personne peut dire qu'il n'y aura pas d'impact. Maintenant, ces gens-là, pour la plupart, constituent une plus-value extrêmement importante pour la société québécoise. Je donne un exemple, les travailleurs étrangers agricoles qui s'assurent qu'on ait tout ce qu'il faut dans le domaine de l'agriculture pour pouvoir faire la récolte, pour pouvoir qu'on puisse gérer l'alimentation de l'ensemble de la province. C'est excessivement important. Je pense aux infirmières, aux infirmiers, aux préposés aux bénéficiaires, à tous ceux et celles qui travaillent dans le réseau de la santé. Je pense qu'ils sont d'une plus-value absolument incroyable pour notre société. Je pense à ceux et celles qui jouent des rôles essentiels dans notre économie. Alors pour moi, de limiter la seule question à celle du logement et à la pression que ça y accole, sans de l'autre côté évaluer toute la plus-value d'une personne, toute la contribution, toute la richesse qu'elle apporte au niveau linguistique, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau professionnel, dans notre belle société qu'est le Québec. Je pense que c'est de réduire le débat à des simples mathématiques qui ne sont pas justes pour toute la contribution que l'immigrante vient apporter au Québec. C'est notre devoir de construire davantage. Les immigrants peuvent faire partie de la solution. Justement, à Québec solidaire, cette semaine, on a mis de l'avant de belles propositions pour un programme d'immigration permanente pilote pour les immigrants et immigrantes qui se destineraient au niveau de la construction de logements. Je pense qu'on peut utiliser l'immigration comme une partie de la réponse et il faut qu'on soit en mesure de mieux planifier, mieux accueillir. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire, mais je refuse qu'on identifie ou qu'on mette la faute sur qui que ce soit. Et quelles sont les propositions concrètes de votre parti, le Québec solidaire, par rapport à la crise de logement qui secoue actuellement le Québec en particulier, le Canada en général? Bon, il est évident que ça prend de la construction massive et rapide dans tous les secteurs, mais également dans le logement social et dans le logement abordable. C'est notamment en augmentant l'offre qu'on va être capable d'avoir une réduction, un effet sur les prix. Je pense qu'il faut qu'on évalue et qu'on travaille à une meilleure régionalisation de l'immigration. Ça peut jouer un rôle positif également. Il y a des endroits qui ont des taux d'inoccupation qui sont très proches de zéro, alors que dans d'autres endroits, on voit qu'il reste encore quelques poches d'air, bien que de moins en moins, là. Il faut évidemment protéger les locataires face à des hausses de loyers abusives avec le registre des loyers, par exemple, le registre des baux, pour être sûr qu'il n'y a pas d'augmentation déraisonnable des frais qui font en sorte que les gens doivent quitter leur logement. Il y a plusieurs mécanismes comme ça, des protections aux aînés, des subventions ou de l'aide au développement de nouveaux projets de coopératives de logement. Bref, il faut qu'on soit beaucoup plus solide et beaucoup plus fort en construction de logements et en protection de ceux et celles qui y habitent et éviter que des spéculateurs qui possèdent 1000, 2000 appartements augmentent sans limite ou avec peu de limites les loyers qui font en sorte que des familles soient incapables de joindre les deux bouts. Ça, c'est inacceptable. Alors, il faut qu'on ait des meilleures protections, il faut qu'on construise davantage. Il y a une question qui s'est posée sur est-ce que 500 000 résidents temporaires, c'est trop?
nous, on en est venu à la conclusion qu'effectivement, il fallait viser une réduction de l'immigration temporaire, mais qu'on était incapable, nous, tout seuls, de dire dans quelle catégorie et où il faudrait et de combien il faudrait diminuer. Et c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on suggère qu'un comité d'experts soit mis en place pour évaluer l'ensemble des programmes, pour évaluer là où on juge que les travailleurs sont essentiels, là on juge qu'ils le seraient peut-être moins, et dans un horizon de 0, 3, 4, 5, 6 ans, obtenir ou valider une réduction de l'immigration temporaire dans certains facteurs, dans certains cycles, dans certains domaines, pour qu'on revienne à des chiffres, peut-être, là, c'est pas moi qui va trancher ça, j'ai besoin d'expertise, j'ai besoin de démographes, j'ai besoin d'économistes, j'ai besoin de gens issus du domaine de l'emploi, des entreprises, des syndicats, pour nous guider dans ces déterminations-là, mais pour qu'on revienne à des chiffres qu'on avait peut-être historiquement, où il y avait plus autour de 300, 320 000 temporaires que le 560 000 actuellement. C'est vrai, c'est un fait qu'en 2 ans et demi, on a doublé ce chiffre, et c'est vrai que ça cause des défis. Maintenant, il nous appartient de régler ce défi-là. Le Québec, les Québécois, on s'est toujours relevé les manches face à nos défis. Et je pense que les immigrants et les immigrantes peuvent faire partie de la solution et doivent faire partie de la solution pour qu'on règle cette problématique-là ensemble, conjointement, parce que pour moi, ceux et celles qui ont choisi le Québec sont Québécois, sont Québécoises et méritent d'y rester. Et il faut qu'on trouve une solution pour eux, avec eux, pour que les défis qu'on vive sont réels, là, on vit ces défis-là pour de vrai, mais qu'on puisse les régler ensemble. La crise du logement actuel, êtes-vous pour ou contre l'accueil des étudiants étrangers? Moi, je suis pour l'accueil d'étudiants étrangers, évidemment. Il faut responsabiliser ou aider les universités et les cégeps à se responsabiliser, cela dit, dans l'accueil puis dans le logement qui vont leur être conférés. Nous, à Québec solidaire, on a proposé que conjointement avec les universités et les cégeps et les institutions qui accueillent les étudiants internationaux, qu'on mette en place des programmes de construction de résidences ou de logements pour les accueillir. Donc, ces universités-là ou ces cégeps-là ne peuvent pas faire ça tout seuls, mais avec l'aide du gouvernement du Québec, on pourrait mettre en place des constructions et aider les universités et les établissements à construire pour que chaque université, cégep ou établissement soit en mesure de loger et être certaine que les étudiants qu'ils accueillent aient un endroit où ils vont pouvoir rester dans le contexte de la crise du logement. Parce qu'actuellement, je reçois moi-même dans mon bureau et j'entends des étudiants internationaux arriver et ne pas se trouver de chambre, ne pas se trouver de logement. Et ça, malheureusement, ce n'est pas de leur rendre service. Alors oui, on doit absolument bénéficier des étudiants internationaux. On veut être un pôle d'attraction au niveau des études internationales, mais je pense que les universités et les établissements ont un rôle à jouer dans la construction et l'offre de logement qu'on va leur donner. Je donne un exemple. L'ETS ici, dans Saint-Henri-Sainte-Anne, fait très bien et a d'énormes projets pour répondre à ce genre d'inquiétude-là. Et je pense que toute université ou tout cégep devrait se doter d'un plan d'accueil et de logement à moyen terme pour accueillir son lot d'immigrants temporaires, d'étudiants internationaux. Question de Sylvain. Pourquoi le fédéral ne comprend pas que nos conjoints vont pouvoir travailler et combler des postes vacants sans mettre de la pression sur la crise des logements? Les employeurs me disent vouloir engager ma femme en Haïti, mais ils me disent qu'ils ne veulent pas prendre et les risques de payer pour la faire venir. Ils me disent fais venir ta femme et on va l'engager. Alors je prends 41 mois. Ils ne veulent pas attendre 41 mois. Ce serait tellement sensé pour le fédéral de donner des visas visiteurs et visas travailleurs rendus ici. J'ai une maison et je vais la conduire pour trouver du travail et c'est moi qui va le prendre en charge. Ça, c'est la question de Sylvain depuis le Québec. C'est un très bon point, Sylvain, et c'est la démonstration de toute l'absurdité de la situation. Et vous faites votre critique envers le fédéral, j'en conviens, je le fais aussi face au Québec. Le Québec devrait comprendre que vos conjointes, vos conjoints sont d'éventuels travailleurs qui n'occuperont pas de logements supplémentaires parce que vous allez les accueillir chez vous. Vous allez initier la francisation parce que vous êtes francophone, si elle n'a pas déjà lieu. Alors, il n'y a aucune raison logique pour maintenir
la précarité et le délai et l'attente et l'anxiété, ni du fédéral, ni du provincial. C'est une question fondamentale de droits humains, c'est une question fondamentale de dignité humaine et vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'y a aucun inconvénient ou aucun problème à ce qu'on puisse avoir vos époux, vos conjointes, leurs enfants ici rapidement avec vous et que cette souffrance-là, là, moi, je la décris, je la dénonce quotidiennement et je suis toujours bouche bée devant la non-réaction du gouvernement qui s'en lave les mains. Et je suis vraiment désolé qu'au quotidien, vous soyez obligés de vivre avec ça. Et sachez qu'on ne va pas lâcher le morceau et que je vais continuer, et Québec solidaire va continuer de marteler ce point-là jusqu'à ce que la ministre entende raison, puis on n'a pas fini d'en entendre parler. Dernière question de René. Hier, IRCC me demande de refaire les examens médicaux qui viennent à échéance le 3 mai prochain. Et nous avions demandé d'enlever sa fille du dossier et rien n'a été fait à ce sujet. Alors pourquoi les refaire s'ils ne sont toujours pas échus? Je me sens arnaqué par mon gouvernement. Bon, quelqu'un retiré du dossier ou non, cette personne-là doit être contrôlée, qu'elle deviendra résidente permanente ou non. Elle doit quand même faire son examen médical pour faire partie d'un éventuel parrainage. Donc, elle n'a pas besoin, cette personne-là, d'être directement visée par la demande de parrainage pour qu'elle ait ou qu'elle soit ou qu'elle doive être contrôlée. Ceux qui ont procédé par l'immigration le savent très bien. Eux allaient devenir résidents permanents ici au Québec. La famille devait quand même faire les examens médicaux et quand même faire les certificats de police pour qu'éventuellement, quand le parrainage allait initier, ces gens-là étaient déjà vérifiés en amont par Immigration Canada. Donc, c'est pas parce que la fille est retirée qu'elle n'a pas à faire son médical. Maintenant, si le médical est pour expirer le mois prochain et qu'Immigration Canada sait que votre dossier normalement sera validé dans les prochaines semaines, ben probablement que c'est tout à votre avantage d'aller le faire et de le refaire. Je comprends que ce sont des coûts, mais s'ils font ça, c'est probablement parce qu'ils pensent ou ils savent que votre dossier s'en vient, la finalisation de votre dossier s'en vient, mais ça ne sera pas avant l'expiration. Alors moi, je vous recommande d'y aller. Je sais que ce sont des coûts, des déplacements, des risques. Je sais que dans certains pays, c'est très risqué, même d'aller se pointer le bout du nez devant le bureau du médecin ou devant l'ambassade parce que les gangs souvent peuvent regarder et il y a souvent des attaques qui sont commises à la sortie du bureau du médecin. J'ai des connaissances de certains dossiers comme ça. Cela dit, vous ne vous en sauverez pas, là. Ça, c'est un conseil à tous et toutes. Quand Immigration de Canada vous demande un document, vous allez perdre plus de temps à vous obstiner avec eux comme quoi vous n'avez pas besoin de faire ça que de temps que vous sauveriez à simplement le faire puis à leur envoyer. Moi, c'est ce que plusieurs années de pratique m'ont convaincu. Je sais que des fois, c'est hautement désagréable que de payer 2 fois des frais qu'on a déjà payés, mais vous allez le payer plus cher en termes d'attente et en termes de mois et en termes de courriel et d'échange que ce que ça vous coûterait réellement que de faire les examens nouveaux. Nous amorçons la dernière ligne droite de notre émission. Dernière question, Monsieur Riva, avant la fin de notre émission. À deux ans des élections générales au Québec, dites-nous concrètement, à quel niveau se trouve votre parti, le Québec solidaire? Au vert, au rouge ou au jaune? Ah, ben, c'est une très bonne question. Nous, on est assez confiants que les choses vont rondement. Québec solidaire n'a jamais connu autant de députés. De par mon élection, on est passé à 12 députés en 2023. Maintenant, évidemment qu'on souhaite bien davantage, qu'on souhaite viser le pouvoir le plus rapidement possible. Pour nous, le dernier sondage de Léger a été intéressant, nous a placé à 18%, ce qui est une hausse depuis le dernier sondage, une hausse de 2 points. Donc, quand même, de 2 points à un sondage, c'est pas rien. Évidemment qu'on souhaite que les choses continuent à augmenter. Ça, c'est à la population d'être convaincue. C'est à nous de les convaincre. Donc, moi, quotidiennement, je travaille pour les Québécois, pour les Québécoises, pour qu'ils aient une meilleure société dans laquelle ils vivent et de leur convaincre que mon message, mes propositions, mes idées, ce sont les bonnes. Et quand je participe à des forums comme avec vous aujourd'hui, que j'entends toute la détresse des familles et que je me dis, si moi j'étais assis dans la chaise de la ministre, c'est inévitable et c'est indéniable que je réglerais la situation le plus rapidement possible. Je me dis que j'espère que les gens à l'écoute
en sont convaincus autant que j'en suis convaincu et s'apprêteraient à me donner leur confiance. Et c'est en militant comme ça dans chacun de mes dossiers puis en faisant la démonstration de mon sérieux que j'espère convaincre les gens pour que le plus vite possible un jour Québec solidaire soit élu au gouvernement du Québec et qu'on puisse faire mieux pour les familles, qu'on puisse faire mieux pour les Québécois, pour les Québécoises et pour qu'on puisse arrêter de souffrir, que vous puissiez arrêter de souffrir et que vos conjointes puissent vous rejoindre le plus vite possible. C'est ici que prend notre émission hebdomadaire de ce samedi 20 avril 2024. L'équipe d'Immigration FM remercie le député Guillaume Clich-Rivard d'avoir honoré ce rendez-vous médiatique. Merci beaucoup à tous et toutes et bonne journée tout le monde. Merci, monsieur le député. À la présentation, Norbert Ngantichana, journaliste et consultant réglementé en immigration canadienne. À la technique, Alain Zingui, sans oublier notre spécialiste des réseaux sociaux, la journaliste Fanny depuis le Cameroun. À samedi prochain, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, Aroni pour Nigeria, y'a pas moyen. Lagos c'est ma partie Sénégal, à la Calais, décidément traverser par tomber Paris.